La revue de presse aujourd'hui donc nous amène dans 4 pays d'Afrique, donc en République de Guinée où les élections le 28 décembre auront lieu avec donc la candidature du général Mamadi Doumbouya. Donc nous allons en parler. Avec le Cameroun aussi, les émeutes post-électorales, et nous allons également en parler. En Côte d'Ivoire et enfin au Soudan, cette guerre atroce qui se déroule également au Soudan. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai sur ce plateau aujourd'hui à ma droite monsieur Campbell Cissé, monsieur Al-Husseini Campbell Cissé, qui est acteur associatif et politique, président de l'UIDG. Donc c'est l'Union internationale pour le développement de la Guinée. À ses côtés, donc, il y a Valérie Ngouye, acteur associatif également, pour des questions relatives à la paix et à la cohésion. Et enfin, donc, à ma gauche, il y a Jean Blaison, donc l'écrivain Jean Blaison, donc, qui m'accompagne dans cette revue de presse. Et donc, il est également homme politique. Il a écrit ce livre donc, que vous voyez, Jean Blaison, donc l'histoire de l'homme noir dans la vérité, 3500 à 332 ans avant Jésus-Christ. Donc si vous voulez vous procurer de ce livre, vous pouvez l'acheter, vous pouvez nous contacter. Donc Jean Blaison, un écrivain qui a écrit beaucoup de livres. Bonjour doyen. Bonjour, merci. Merci donc à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Donc nous allons commencer par la Guinée. La Guinée-Conakry, donc où il y aura des élections présidentielles le 28 décembre prochain, et le candidat Mamadi Doumbouya a déclaré sa candidature. Donc la régie, vous pouvez nous montrer. Merci mon président. Merci mon papa. Il est là. Il vient juste d'arriver. Il est rentré dans la cour. Wow. Dans la cour, le but suprême de la République de Guinée. Mon Sénégal. On vous croit, vous filles. 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 Et voilà donc, chers téléspectateurs de AllureInfo.net, le général. Voilà. Alors, donc, voilà l'arrivée du général Doumbouya à la Cour suprême pour déposer sa candidature, messieurs. Donc, monsieur Campbell Cissé, et vous qui êtes guinéen et vous êtes aussi un acteur politique hein, et, très actif dans la diaspora. Tous les Guinéens vous connaissent, mais même au-delà des Guinéens, hein, beaucoup d'Africains vous connaissent. Donc maintenant, qu'est-ce que cela vous inspire? Donc est-ce que ça vous a surpris ou vous êtes, vous savez déjà que ça allait se passer? Bien entendu, je l'ai déjà dit ici, sur ce même plateau, n'est-ce pas, que les choses changent entre l'engagement et la réalité du terrain. Il y a toute une chose. D'accord, mais avant de donner votre réponse, il faut aussi vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord, ok. Alors, je suis Cissé Al-Husseini Campbell. Je suis l'ancien président de la coordination des associations guinéennes de France, 180 associations que j'ai dirigées pendant 3 ans. Également, ancien coordinateur général du FRAT, Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée, avec naturellement une coalition de 11 partis politiques. Et là, je suis président de l'UIDG, Union internationale pour le développement de la Guinée. Ça, c'est une association. Voilà, très bien. Donc, alors, cette candidature vous inspire quoi? Je pense que la Guinée va enfin sortir de la transition. On a toujours appelé le président de la transition, Doumbouya, président de la transition. Peut-être dans quelques semaines, on va certainement l'appeler président de la République, parce que la République, c'est la nation, c'est le pays, c'est le peuple, n'est-ce pas? On a sorti
n'est-ce pas, le dépôt de sa candidature. Mais il n'est pas le seul candidat. Il y a une vingtaine d'autres de candidats, n'est-ce pas, au poste de président de la République. Bon, moi, je peux dire que c'est peut-être une très bonne chose. Pourquoi pas? Parce que rester dans cette transition depuis 4 ans, on ne parle que de ça, transition, n'est-ce pas, président de la transition avec le CNRD, etc., etc. Nous connaissons les difficultés de tout cela. Maintenant, si par rapport à sa volonté, malgré, n'est-ce pas, l'engagement qu'il a eu à prendre lorsqu'ils ont pris le pouvoir, il a dit publiquement, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais ça, je l'ai dit ici la dernière fois, ça c'est un engagement. Mais l'engagement doit être avec les réalités du terrain. Et les réalités du terrain aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est pas du tout ça. Maintenant, il s'est présenté, je pense quand même, il va se faire élire parce qu'ils ont quand même les moyens de cela. D'accord? Certainement avec les autres candidats, n'est-ce pas, les 19 ou 20 autres candidats vont peut-être aller, n'est-ce pas, dans cette phase-là pour que le pays puisse vraiment sortir de cette crise, parce que nous sommes en crise. N'est-ce pas? Quand nous disions, ou l'opposition, ou les Guinéens dans leur généralité, eh bien, c'est un parjure. Ça peut être considéré comme un parjure. C'est-à-dire parce que vous représentez un État et que vous jurez sur la Bible ou sur le Coran en disant je peux, mais si vous n'allez pas dans ce sens-là, on peut dire que c'est un parjure. Mais oui, mais il n'a pas juré devant un tribunal. Parce que normalement, la loi, on parle de parjure, s'il avait juré devant un tribunal en disant je ne serai pas candidat. Donc en ce moment, il a le droit d'être candidat. Bien entendu qu'il a le droit. Et puis, je l'ai dit ici la dernière fois, c'est un Guinéen. Ok. Et puis, ça permet à la Guinée de sortir de la transition. D'accord? Qu'on soit d'accord ou pas, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas du tout des débats politiciens. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement de la Guinée. Et il faut très sincèrement, sauf si on est malhonnête, n'est-ce pas, très sincèrement reconnaître qu'aujourd'hui, les bases sont en place pour le développement de la Guinée, même si ce sont des militaires qui sont au pouvoir, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, l'opposition est dans son droit de dire c'est un parjure, de dire on n'est pas d'accord. Ça c'est tout à fait normal. Ça, dans tous les pays du monde, la vie politique veut cela, qu'il y ait une contradiction politique. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, moi, sincèrement, je ne suis pas contre, je l'ai dit, je n'en disconviens pas du tout. Est-ce qu'à votre avis, il a mis la Guinée sur les rails? Sincèrement, en tant que Guinéen, en tant qu'acteur, à la fois associatif, je viens de vous dire ici que j'ai dirigé 180 associations de Guinéens de France. La coordination des associations guinéennes de France. Donc, sur le plan associatif, je connais un peu. Sur le plan politique aussi, puisque j'ai eu à diriger une coalition de 11 partis politiques guinéens, le Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée. Donc je suis quand même un acteur politique et associatif. Pour moi, vraiment, la Guinée est aujourd'hui, sur le plan de son développement, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les débats politiques. Hein. Moi, c'est le développement de la Guinée qui m'intéresse. La Guinée est sur les rails. Alors, donc, avant de donner la parole aux autres qui sont juste à Valéry Ngouillé, donc le Camerounais Valéry Ngouillé, donc on va écouter un acteur politique guinéen, Cellou Dalein Diallo, qui était sur notre plateau ici et qui ne va pas du tout, mais vraiment pas du tout dans votre sens. Tout à fait. Quelqu'un qui est au pouvoir ou qui n'est pas au pouvoir, qui essaie de combattre ses valeurs, je me retrouve dans l'opposition. Parce que ma conviction, contrairement à certains, je pense que l'Afrique a besoin de démocratie. La démocratie, dont l'une des manifestations, c'est la possibilité, les droits et libertés des citoyens de choisir leurs dirigeants et de les renvoyer par les urnes. Il y a une théorie qui se développe selon laquelle l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que tous les peuples du monde ont besoin d'exercer ce droit de choisir leurs dirigeants et de les renvoyer par les urnes.
Alors, je suis opposé à la junte. Bon, c'est une réalité, non pas à la junte parce que c'est la junte, parce que c'est des militaires dont j'ai salué d'ailleurs l'avènement au pouvoir. Je suis opposé à la violation récurrente et massive des droits de l'homme parce que depuis un certain temps, on a le sentiment qu'il y a une folie liberticide qui s'est emparée de cette junte-là. Vous avez vécu des choses, vous êtes informés. On a interdit les manifestations dans les rues et sur les places publiques. On a tué à bout portant des jeunes garçons et des jeunes filles qui voulaient manifester parfois contre les coupures d'électricité. Il y en a 65 qui ont été abattus et qui n'ont eu droit à aucune justice, à aucune compassion des autorités. Les auteurs de ces coups de feu ont bénéficié parfois de promotion parce que, dit-on, ils ont empêché que les manifestations aient lieu. Alors, donc, on vient d'écouter un homme politique de premier plan, et celui d'Alain Diallo que nous connaissons tous ici, mais il n'est pas de votre avis parce que pour lui, la démocratie n'est pas respectée en Guinée, on tue les gens à bout portant et qu'il y a le parjure. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je lui dis bonjour, cher frère. C'est pas M. Cellou Dalein Diallo. J'ai contribué à installer la fédération de l'UFDG ici en France. C'est moi qui avais demandé au fondateur de l'UFDG, Eladji Ba Mamadou, n'est-ce pas, de mettre la section de l'UFDG en place ici lorsque j'étais à la tête du FRAC, donc le Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée. C'est un acteur politique, un grand acteur politique, très connu en Guinée et au-delà de la Guinée, il est connu. Il est dans son rôle, c'est normal, c'est un opposant. Le premier plan, comme vous venez de dire, c'est normal, n'est-ce pas? La démocratie, effectivement, nous voulons tous la démocratie dans tous les pays africains, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Mais encore une fois, entre vouloir la démocratie et vraiment les réalités du terrain, c'est tout autre chose. C'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, moi je suis très heureux que le pays va enfin sortir de la transition, n'est-ce pas? Puisqu'on ne va plus, si M. Doumbouya, le président Doumbouya, le président de la transition, s'il se fait élire, et probablement ça va être cela, eh bien on ne va plus l'appeler dans quelques semaines président de la transition. Et je pense qu'il faut partir du principe que lorsqu'on est dans un régime militaire d'exception, un coup d'État, il y a obligatoirement des mesures d'exception qui accompagnent. Eh bien, c'est ce qui a touché M. Cellou Dalein Diallo aussi, puisque sa maison a été détruite. Et lui, aujourd'hui, il est en exil. Il vit en exil. Je l'ai dit ici aussi la dernière fois. Vous êtes opposant. Mais croyez-moi, c'est sur le terrain que les choses se passent, en Guinée. Ce n'est pas l'électorat guinéen de l'extérieur, au jour d'aujourd'hui, ça ne dépasse même pas 7%. De tous les Guinéens, hein. Pourquoi? Parce que les Guinéens ne se mobilisent pas pour aller voter. Nous qui sommes à l'étranger, sauf quelques hommes, quelques acteurs qui aiment bien la Guinée et qui sont impliqués. Les Guinéens de l'extérieur votent, ils ont le droit de voter. Bien sûr qu'ils ont le droit de voter. Il y a quelques années, il y a 5 à 6 ans de cela, les chiffres disaient que l'électorat des Guinéens de l'étranger ne dépassait même pas 5%. Donc, quand on est un acteur politique, il faut se battre sur le terrain, avec des conséquences que cela peut prendre. On voit, vous êtes opposant, donc vous êtes contre ceux qui gèrent le pays et qui ont les moyens, tous les moyens nécessaires à leur disposition, n'est-ce pas? Mais vous voulez vous battre. Il n'y a pas que ça, vous avez vos militants. Mais faites en sorte que vos militants puissent vous voir devant eux et que vous puissiez ensemble mener le combat. Un opposant peut se retrouver en prison. Un opposant, on peut le tuer. Quand vous êtes dans un combat politique, vous êtes dans la guerre. C'est sûr et net. Mais vous ne pouvez pas faire de la politique en étant permanemment à l'étranger. Il faut rentrer. Il y a la CRIEF qui a été mise en place, la Cour de répression des infractions économiques, n'est-ce pas, et financières. La CRIEF, c'est une cour de justice d'exception, puisque ce sont les militaires qui l'ont mis en place. Ok? Vous êtes convoqué en tant qu'acteur politique.
de venir vous expliquer sur vos gestions. M. Cellou Dalein Diallo, il a été plusieurs fois ministre. Et Premier ministre aussi. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres. Président de la Banque centrale de Guinée. Eh bien, non, je ne pense pas qu'il a été président de la Banque centrale. Ça, je ne pense pas. Mais il a été ministre. Plusieurs fois ministre. D'accord? Et Premier ministre aussi. À partir de là, vous avez quand même des comptes à rendre au peuple de Guinée. Et ce n'est pas le peuple qui va sortir devant vous pour vous demander de rendre compte. Il y a des mesures qui sont en place. Des structures que l'État, que ceux qui gèrent le pays, même si nous sommes dans un régime d'exception, qui mettent ça en place, qui vont vous demander, monsieur, qui vous convoquent. Comme ils ont convoqué d'autres, hein, il y a d'autres acteurs, n'est-ce pas, politiques, économiques, qui ont été convoqués devant la Cour de répression des infractions vous avez économiques. dit qu'il y a 20 candidats, mais lui, une vingtaine, mais Oui. lui a été exclu, s'il est tourné Non, également. non. Ben, je vais vous dire une chose. Oui, M. Cellou Dalein Diallo, à Abidjan, il a été se faire recenser. On a dit non, on ne vous recense pas. Moi-même, à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi c'est un Guinéen, pourquoi on n'accepte pas qu'il se fasse recenser, quel que soit pays, quel que soit ce qu'on lui reproche. M. Sidi Touré, c'est pratiquement la même chose, l'UFR, l'Union des forces républicaines de Guinée. D'accord? Mais on vous a permis de venir vous expliquer sur votre gestion en tant que ministre des Transports et d'autres ministres, en tant que Premier ministre. Par rapport à tout ça, vous avez quand même des comptes à rendre au peuple de Guinée. Et vous ne pouvez pas rendre ces comptes au peuple de Guinée en étant toujours permanemment à l'étranger. Parce que vous affaiblissez vos militants. Les militants qui sont sur le terrain, des fois, ils ne se retrouvent pas. Des fois, il y a même des Il n'a cadres. pas de leader. Quoi. Il n'a pas Voilà. de leader. Il y a même des cadres de son parti, vraiment des cadres importants, très connus, qui étaient très proches de Cellou Dalein Diallo, de l'UFDG. Eh bien, ils ont démissionné, purement et simplement. Il y en a qui ont rejoint Le camp présidentiel, le CNRD. Il y en a qui sont sur la touche, purement et simplement. Il y en a qui vivaient aussi à l'étranger, au Sénégal, et qui aujourd'hui sont du côté du pouvoir. Parce que vous leur avez laissé ce terrain-là. Le terrain ne peut pas rester vide politiquement. Parce que quand c'est vide politiquement, eh bien, obligatoirement, il y a des gens qui vont occuper la place que vous devez vous-même prendre. Alors, Valérie, donc, qu'est-ce que vous pensez de la situation en Guinée? Alors, je ne sais pas si je suis légitime de Bien sûr. me prononcer sur la situation en Guinée. Ce que je sais, effectivement, comme l'a dit notre cher confrère ici, qui est un expert, je dirais, du monde expert, qui a quand même pas mal d'expérience dans le domaine associatif et politique. Il a apporté un regard, je pense, de son point de vue aussi, par son expérience. Il a dit que la Guinée aujourd'hui est sur les rails, sur le plan économique, sur un certain plan sur l'aspect du développement. Je n'ai pas plus de chiffres et plus d'informations à ce niveau-là. Si c'est le cas, tant mieux pour les Guinéens, c'est que le président de la transition a fait du bon travail, parce que je pense qu'aujourd'hui, chaque citoyen, ce qu'il veut, c'est de pouvoir avoir un environnement qui lui soit propice pour vivre mieux. Maintenant, sur l'aspect politique, comme il a dit, c'est le jeu démocratique. Hein. Il y en a qui vont avoir à redire des choses sur la position du président de la transition. Je pense que ce qui lui reproche le plus, je pense, c'est le fait que, de prime abord, il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Maintenant, entre-temps, il y a la constitution qui a changé. Lui permet, donc aux yeux de la loi, il est dans son droit. Après, ça reste discutable pour beaucoup de personnes, mais aux yeux de la loi, il est dans son droit. Donc, qu'est-ce que nous avons à redire à ça? Moi, je peux rien redire. Moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que ce qui est pour favoriser un climat de paix, je pense qu'il est important de pouvoir inclure tout le monde. Donc, M. Cellou Diallo se voit exclu. Je ne sais pas si c'est définitif, il peut faire un recours. Bien sûr. Il pourra faire un recours. Il a droit. J'espère qu'il pourra donc utiliser ce qui est en sa possession pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et j'espère en tout cas que le climat politique sera apaisé et que l'élection sera crédible aujourd'hui, que la voix de chaque citoyen guinéen va compter. Donc, en tout cas, on n'espère pas qu'il y ait, après ces élections-là,
des conflits. Je pense que la Guinée connaît déjà pas mal de difficultés. Moi, c'est mon souhait pour la Guinée aujourd'hui. On pourra parler bien sûr après du Cameroun parce que nous aussi, on a eu des élections très récemment et qui, voilà, malheureusement, aujourd'hui, il y a un climat très instable, un climat de guerre, même si je puis dire. C'est ce qui est regrettable. Donc, c'est ce que nous n'espérons pas, en tout cas pour la Guinée notamment. Alors, Chamblaison. Donc la Guinée et les élections le 28 décembre prochain, le général Doumbouya est candidat. Et donc, qu'est-ce que cela vous inspire? Et je vous remercie, monsieur Camara. Chaque fois, je vous dis, je suis d'abord africain avant d'être ivoirien. Ça, c'est capital. Je suis africain. Parce que si un pays d'Afrique plonge, c'est toute l'Afrique qui plongera. Le malheur que nous avons, nous n'avons pas de parole. Nous ne respectons pas nous-mêmes notre... Parce que la parole qui sort de l'homme, c'est ça qu'on appelle l'homme. C'est que le dit de l'homme, ça c'est l'homme. Mais est-ce que cela est valable chez les politiciens? Parce que de toute façon, même justement, c'est là où j'en viens. Ici, on voit que ça soit partout dans le monde, les politiciens, en Europe, nous avons... Eux ne font que de la politique. Je vais arriver. Quelque chose de très important. Nous sommes en France. On les voit. Mais la France, nous avons... Ils ont été à l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Je n'ai même pas fait le CM1. Je suis un autodidacte. Mais vous avez quand même écrit beaucoup de livres, au moins 12, 15 même. Ça c'est la grâce de Dieu. C'est aussi votre volonté. Ouais. Si Dieu t'inspire, il te pousse, il te met quelque chose dans la tête, tu fais le travail. Ça, c'est clair. Et moi, Doumbouya, normalement, il ne devait pas être candidat. Il devait, en tant qu'il a pris le pouvoir. Bon, je n'en veux pas qu'il soit candidat, mais je parle en général. Hein? Il a fait un bon travail, comme M. Cissé venait de le dire. S'il a fait un bon travail, maintenant, il va s'asseoir. Il dit, bon, je veux vous voir qui va faire quoi. Et mettez-vous en candidature et puis je veux voir qui va prendre le pouvoir. Il doit surveiller pour que le travail qu'il a mis sur la route, il ne faut pas que ça soit dérangé. Là, il s'en va au pouvoir. Il s'en va au pouvoir. Demain, il va devenir, il n'est plus général, il est général dans le papier, mais là, il va lutter avec des civils. Hein? Et il y aura des opposants qui vont le torpiller. Au départ, il a la main libre, il a tout mis en place. Tout ce qu'il a mis en place, il ne va pas faire la même chose quand il sera au pouvoir. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura les opposants charismatiques qui seront en face de lui. Et si ils sont en face de lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un président d'oppression. Il va les mettre, tu parles de la France tout à l'heure, M. Kara. Si vous parlez de la France, les politiciens, on ne les met pas en prison comme ça tous les jours. Mais en Afrique, un mot, deux mots, on les tue. Mais ils font tous ça. Oui, mais justement. Qu'ils soient civils ou militaires, ils font tous pareil. Je vous ai dit un mot tout à l'heure. Vous deux, vous avez ri. J'ai dit un mot de vous tout à l'heure. Ça fait 60 ans. Et 60 ans, l'Afrique n'est pas encore accouchée. Il y a tout juste la tête de l'enfant qui est sortie au dehors. Et la sage-femme n'arrive pas à sortir l'enfant
du ventre de l'Afrique. Ah bon? Hein? Parce que tout le monde... Nous sommes indépendants depuis maintenant 65 ans. Mais nous, on n'a jamais été indépendants, M. Kara. On n'a jamais été indépendants. Hein? Les seuls qui sont indépendants aujourd'hui qu'on en parle, c'est l'AES. Doumbouya n'est pas indépendant. Le Sénégal n'est pas indépendant. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendant. Tout le reste du pays n'est pas indépendant. Mais même l'AES, ils ne sont pas indépendants. Ça, c'est votre point de vue. Voilà. Ça, c'est votre point de vue. Et votre point de vue, c'est partisan. Je vais simplement vous dire, 2 secondes après, je vous laisse continuer. Dans un pays, puisque nous parlons de la Guinée, dans un pays où nous avons plus de deux, vous avez vraiment dit des mots de sagesse. Vous êtes un sage, n'est-ce pas? Mais en politique, ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Nous avons plus de 200 partis politiques. Un petit pays de 14 millions. Plus de 200 partis politiques. Il n'y a pas que celle de Dalai Diallo, ni Sidi Touré, d'accord? Ni les autres. Ok? Donc, par rapport à tout ça, il faut faire attention. N'est-ce pas? Je ne rentre pas dans le cas de l'AES, que nous connaissons tous. Nous connaissons vraiment la genèse de ces pays-là. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Même les populations de ces pays-là souffrent aujourd'hui beaucoup. Je ne rentre pas dans ces détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Je voudrais simplement vous dire que très sincèrement, moi je suis très heureux que notre pays, la Guinée, va sortir maintenant, enfin, de la transition militaire. Ok? Donc c'est un régime d'exception. Un régime d'exception, si le président Doumbouya se fait élire, n'est-ce pas, j'aurais souhaité quand même que les autres aussi puissent faire la même chose, qu'ils puissent se présenter. Ok? Mais on leur a, les grands leaders là, n'est-ce pas, comme Selou, comme Sidia et les autres, on leur a dit, venez vous expliquer. Ils ont eu peur. Beaucoup ont eu peur. À juste titre peut-être. En disant, voilà, si on va là-bas, on va nous mettre en prison. Mais c'est parce que simplement, vous reprochez des choses. Ceux qui sont allés, la CRIEF a invité, a convoqué plutôt certains leaders qui étaient en Guinée là-bas. Ils sont venus, voilà, expliquez-vous, voilà. On a ça comme dossier sur vous, expliquez-vous. Les gens se sont expliqués et après ils sont rentrés tranquillement chez eux. On ne les a pas emprisonnés. Ok? Ceux qui ont trouvé vraiment, ont été emprisonnés peut-être à tort ou à raison, ça aussi, je ne rentre pas dans ces considérations-là parce que ça, c'est autre chose. Je voudrais tout simplement dire, mon cher frère, que vous avez dit des mots de sagesse. C'est ce que nous souhaitons. Un homme, c'est la parole. Qu'on soit blanc ou noir, c'est la parole. OK? Mais en politique, c'est extrêmement très difficile de respecter les engagements politiques. Parce que c'est le moment qui dirige votre parole, vos mots, vos engagements. Vous êtes là aujourd'hui, tout va bien. OK? Mais je vais vous faire une caricature. Juste une petite caricature et je vous laisse continuer. Nous regardions tous, n'est-ce pas, les films des Indiens, les Apaches, les Sioux, etc., etc. Quand vous êtes là, n'est-ce pas, vous dites, voilà, on ne va pas tuer, on ne va pas tirer sur les gens. Et que vous voyez un groupe qui vient avec des sabres, des couteaux, des marteaux pour vous tuer, vous faites quoi? Vous ne défendez pas? Ça s'appelle quelque part de la légitime défense. OK? Je ne dis pas que les militaires sont de la légitime défense. Je répète encore une fois que nous sommes, en tout cas depuis 4 ans, dans un régime d'exception. Un régime militaire. Un régime militaire, ce n'est pas un régime civil, n'est-ce pas? Où le président est élu démocratiquement, où les gens sont tout le temps, et quand le président il est élu démocratiquement par le peuple, dès qu'il sort, les gens applaudissent. Tout simplement, et il n'a pas peur d'aller dans les concessions, d'aller dans les rues pour serrer les mains des gens. Or, nous avons vu Doumbouya quand il sort, c'est vraiment tout un bataillon qui le suit. Tout un bataillon. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un régime d'exception, un régime militaire, un régime qui a pris le pouvoir dans le sang aussi, parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu leur vie avec ça. Ok? Je ne dis pas ça que c'est une très bonne chose. Ce que je salue aujourd'hui, c'est que vraiment, le pays, en tout cas, en 4 ans, le pays est sur les rails du développement. Moi, je suis président de l'UIDG, l'Union internationale pour le développement de la Guinée. Et très sincèrement, tous ceux qui viennent pour développer la Guinée, je suis avec ces gens-là. Je ne suis pas du tout, n'est-ce pas, dans les contradictions politiques. Qui doit faire quoi? Qui peut faire quoi? Alors que certains ont eu des responsabilités des années durant, pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans.
Ils étaient au pouvoir. Certains étaient au pouvoir. Ils ont fait quoi? En réalité, on peut dire, ah ben tiens, c'est pas nous, on n'est pas président. Il faut qu'on soit président pour le faire. Mais vous êtes Premier ministre, vous n'avez pas pu impulser une dynamique de développement. Vous voulez faire quoi? Quand vous serez président, vous allez le faire? Non, c'est un problème. Doumbouya, ça fait 4 ans qu'il est là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, qu'il respecte. Ok, ses engagements. Maintenant, il y avait un préalable. Le préalable, c'est la Constitution. Il fallait faire en sorte que le Guinéen puisse dire oui, on est d'accord pour cette Constitution. Croyez-moi, ils ont organisé beaucoup de concertations. Ils sont venus nous voir ici. Moi, j'étais dans la salle, dans le 14e arrondissement. Ils ont venu voir la diaspora guinéenne à l'étranger, notamment en Europe. Les Guinéens de France étaient là. Ceux de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande étaient là. Parce qu'on se connaît pratiquement tous. Hein. Tous les acteurs se connaissent. Ils ont présenté. Croyez-moi, ça a duré pendant 3 heures de temps. En train de lire, article par article. Plus de 200 articles. J'étais dans la salle comme ça. De la nouvelle constitution. De la nouvelle constitution. Maintenant, on vous demande, on vous dit, tiens, on a présenté la constitution, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Maintenant, si on vous met, n'est-ce pas, un fusil sur la table, vous dites, je ne suis pas d'accord, on ne va pas vous tuer. Hein? Vous n'êtes pas d'accord, ce ne sont que des écrits. Oui. Ok, ce ne sont que des écrits. Maintenant, si vous exprimez votre opposition autrement, en faisant la guerre, dans les rues, en appelant les gens à manifester dans les rues, parce que vous êtes contre vous, ça amène à un autre problème. Il faut faire très très attention à tout ça. Et la Constitution a été adoptée. La Constitution a été adoptée, c'est ce qui lui a permis de se présenter. Ouais. Doumbouya n'a pas de parti politique. Il n'est pas membre d'un parti politique. Il est de la société civile, comme moi. Moi, je suis membre d'un parti politique. J'ai dirigé les partis politiques, une coalition de partis politiques, de 11 partis politiques que j'ai dirigé pendant 3 ans. Ici, le FRAT. Doumbouya est dans le même camp. D'accord? Moi, j'ai été sollicité, beaucoup sollicité, mais j'ai dit non. Moi, je suis indépendant. Même professionnellement, je suis indépendant. J'ai mon entreprise depuis 1982. Je suis dans la signalisation. Alhamdulillah, comme on dit chez les musulmans. Dieu merci. Je travaille encore, mais je travaille pour moi, je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Parce que je suis un électron libre, si on veut. D'accord? Et Doumbouya, il n'est pas membre d'un parti politique. Il est de la société civile pour le moment. Peut-être demain, il créera un parti politique. Mais encore une fois, pour terminer, je suis très heureux que le pays puisse sortir de la transition militaire aujourd'hui. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Oui, bien sûr. Je l'ai dit et je vous... Parce que... Oui. Donc, allez-y, doyen, pour qu'on passe au deuxième sujet. Moi, d'abord, la Guinée, la personne que je connais bien, c'est Sékou Touré, que j'ai serré la main lorsque j'étais jeune. Et avec sa tête, j'ai travaillé aujourd'hui beaucoup. Donc, c'est un gars que je remercie de m'avoir donné des expressions directes que j'aime chez lui. Et l'Afrique a besoin de quelque chose de très important. Aujourd'hui, l'Afrique est éparpillée complètement. Pourquoi? Parce qu'aucun pays d'Afrique, nous voulons notre indépendance. Lorsque les premiers qui se sont battus, ils ont voulu vraiment avoir l'indépendance, il y en a qui ont perdu leur vie, il y en a qui ont détourné pour venir sur France-Afrique pour pouvoir rester sous la botte des néocoloniales. Et ça, c'est grave. Encore plus que la colonisation, plus que la déportation, parce que tout le monde en souffre. Et on écoute même les Européens qui parlent souvent. Il ne faut jamais laisser l'Afrique prendre son indépendance, sinon on sera pauvre. Et ça se dit tous les jours. Ça se dit tous les jours. Mais nous devons saisir ces paroles-là. Pourquoi les gens, on nous appelle des pauvres? On dit vous êtes pauvres. Et quelqu'un qui est pauvre là, on dit tu es pauvre.
Mais laisse-moi tranquille dans ma pauvreté. C'est ce que Sékou a dit. Hein? Mais tu passes derrière les gens encore pour dire, bon, tu es pauvre, mais je vais passer derrière pour pouvoir prendre ce que tu es pauvre. Tu es là, que toi, tu n'utilises pas, je vais les prendre en bas de toi. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je pense que les intellectuels, comme je les appelle et comme ils se sont appelés aussi, parce que intellectuel pour moi, c'est tellement vague. Moi, si on m'enlève le papier, je parlerai ma langue. Et je m'exprimerai en faisant des discours dans ma langue, ouais, à travers la Côte d'Ivoire. Mais la plupart d'entre nous qui sont intellectuels, soit Soussou, soit Mauka, soit quand on enlève le papier blanc, c'est ce que j'appelle le papier blanc. On enlève, l'intellectuel est fini. Il ne peut pas vivre, il n'a rien. Donc, ce que je voulais dire, il a droit de se présenter. Mais seulement, moi j'ai trouvé un coin qui me gêne un peu, la parole de l'homme. Tant qu'on ne respecte pas, et tant que ce que nous écrivons aussi, parce que souvent, il y a combien? La Constitution française, la Constitution des États-Unis, qui a été écrite 1776, c'est sur ça qu'ils sont aujourd'hui. Ça n'a jamais été modifié. Jamais, jamais. Mais chez nous, chaque président qui arrive, il change la Constitution. Chaque président qui arrive, il change la Constitution. Et ça travaille beaucoup dans notre esprit et ça nous empêche d'avancer. Oui, mais ceux qui mettent cette Constitution, des fois, ils ne la respectent même pas. Oui, mais voilà. C'est ça, moi, c'est mon problème. Leur propre Constitution. Leur propre Constitution n'est pas respectée. Hein? En ce moment-là, où est-ce qu'on est, l'indépendance là, où on le met? Où on est dans ce que j'appellerais la démocratie. Au lieu de démocratie. Au lieu de démocratie, nous sommes dans la démocratie. Démocratie, d'accord. Alors, donc, nous allons donc passer au Cameroun. Et donc, nous allons au Cameroun. Il y a eu des élections présidentielles au Cameroun et le président Paul Biya a été officiellement proclamé comme vainqueur. Mais son challenger, donc M. Chiroma, a déclaré aussi cette même victoire. Et donc en ce moment, la situation est bloquée au Cameroun. Normalement, hier jeudi, donc, le président Paul Biya devrait être officiellement proclamé par la Cour constitutionnelle. Il devait prêter serment. Et donc de toute façon, Valéry Ngoué va nous éclaircir là-dessus. Il va nous éclairer, pardon, là-dessus. Et donc, mais avant cela, je demande à la régie de nous montrer les images que nous aimons. La victoire de Chiroma, Chiroma a gagné 70%. RDPC bien volé. Nous, on n'a pas voté RDPC, on a voté Chiroma. C'est Chiroma qui est notre président. Partez aux États-Unis, intervenez. Le RDPC bien volé, notre victoire de peuple. Pouvoir de peuple. Voilà, donc on a vu cette courte image. Et Valéry Ngoué, vous qui êtes camerounais, donc ce sont des jeunes qui manifestent et qui déclarent que c'est Chiroma leur président, c'est lui qui a gagné. Oui, déjà permettez-moi de me présenter, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc Valéry Ngoué, je suis de la diaspora camerounaise, je suis également acteur dans le domaine associatif en ce qui concerne les questions relatives à la paix et à la cohésion sociale. Je rajouterai également que je ne suis pas d'aucun parti politique, je ne suis pas politicien comme M. Cissé qui a un peu d'expérience. Il n'est pas politicien mais un peu d'expérience. Moi je n'ai même pas du tout d'expérience dans la politique. Donc j'apporterai un regard très modeste qui n'engage que moi par rapport aux événements qui se passent au Cameroun. Donc, je pense qu'en tant que jeune Camerounais, en tant que Camerounais tout court, nous avons suivi les élections au Cameroun. C'était des élections qui ont eu lieu le 12 octobre. Il faut savoir qu'au Cameroun, c'est des mandats de 7 ans, ce sont des septennats. Et donc, c'est très attendu
C'est un événement qui est très attendu comme dans tout pays d'ailleurs. Oui, parce que c'est chaque 7 ans qu'il y a eu des Exactement. élections présidentielles. Chaque 7 ans qu'il y a des élections présidentielles et c'est un moment où on se dit peut-être que les choses vont changer, voilà, parce que tout le monde aspire à ce qu'il y ait un changement dans le sens où qu'il y ait du mieux. Voilà, donc effectivement, oui, aujourd'hui nous sommes dans une situation où au Cameroun, il y a eu des résultats. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le président qui a été proclamé élu, donc monsieur Paul Biya, lui, il a prêté serment hier même. Et donc, voilà, on s'engage donc dans un processus, une suite du pouvoir, donc c'est son 8e mandat. Et lui, effectivement, il y a son principal opposant, nouveau d'ailleurs, hein, parce qu'il est issu du pouvoir quelque part. Il a été ministre plusieurs reprises il a travaillé avec M. Biya. Et donc, c'est quand il s'est proclamé opposant, là, que c'est très récent, parce que si vous le savez, M. Maurice Kamto, qui était très longtemps vu comme le principal challenger. Et donc, lui, M. Tiroma, apparemment, a pu rassembler beaucoup de personnes derrière sa cause. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc dans une situation où il y aurait donc voilà, le président qui a été proclamé officiellement et M. Tiroma qui se dit également lui aussi président par la victoire des gens. Oui, mais M. Ngouye, donc vous, Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, donc soit vous êtes déjà né? Je n'étais même pas encore né, je suis né en 94. Je suis né en 94. Donc vous n'avez connu que Paul Biya. Je n'ai connu que Paul Biya. Aujourd'hui j'ai 31 ans, c'est toujours M. Biya qui est là. Donc est-ce que donc maintenant, et je vais demander à M. Cissé, est-ce que vous croyez que les élections au Cameroun et la Guinée va faire ses élections le 28 décembre, est-ce que vous pensez que ce même scénario pour arriver à la Guinée, c'est-à-dire que Doumbouya est candidat et élu et que Doumbouya et un autre se déclarent élus, ou bien vous, avec l'optimisme que vous avez, que Doumbouya va écraser tout le monde sur son passage, il sera largement élu et il n'y aura pas de contestation? Non, par rapport à cette élection-là qui est prévue le 28 décembre, ça, je pense qu'il va se faire élire. Il va se faire élire largement, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup d'engouement quand même par rapport, vous savez, les peuples veulent quoi? Pas seulement du blabla, ils veulent du palpable. C'est-à-dire, vous avez fait quelque chose qu'on peut toucher, n'est-ce pas? Et ça, c'est fait. Et le cas du Cameroun, la différence, justement, la différence entre le président de la transition, parce qu'il est toujours président de la transition pour le moment. On verra dans quelques semaines, effectivement, on l'appelle toujours président de la transition. La différence entre lui et le président Paul Biya, c'est que le président Paul Biya, ça fait 7 mandats quand même. Oui. Il est 8e. Voilà, lui, le 8e. Il va donc commencer. Vous vous rendez compte, il va commencer 8e. Et ça va faire combien? 32 ans ou 33 ans qu'il est au pouvoir? 43 ans. 43 ans. Oui. Eh bien, tu vois, je suis même en dessous. 43 ans. Donc, la différence entre M. Paul Biya, le président camerounais, et le président Doumbouya, c'est que Doumbouya n'a pas encore de mandat. Non. Il est plus jeune. Il n'a pas encore de mandat. Donc, nous espérons, moi j'espère que son premier mandat serait son premier mandat, parce que nous sommes toujours dans la transition. Je vous dis, la transition militaire, ce n'est pas facile. C'est un régime d'exception. Un régime d'exception, on peut s'attendre à beaucoup de choses. On peut venir chez vous, si vraiment vous avez fait des choses, on vous prend, on vous met... Voilà. Vous avez dit une chose qui est fondamentale. OK? Il va, s'il est élu, bien entendu, il va voir, n'est-ce pas, en face de lui, les autres partis politiques d'opposition. La société civile, parce que la société civile est bien organisée en Guinée. Très, très bien organisée. Donc, ils seront exigeants. Ils seront exigeants. Il va avoir également les syndicats à sa trouche. Les syndicats sont très organisés et sont très mobilisateurs. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec la transition militaire, s'il se fait élire, ça serait vraiment autre chose. Il va être obligé de composer avec tous les acteurs politiques, qu'ils soient politiques, associatifs
ou syndicaliste, il va être obligé de composer avec tout le monde. Et c'est ce que je souhaite, en tout cas pour mon pays. Mais la différence entre ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans, plus de 30 ans, depuis 40 ans, comme le président congolais aussi, Sassou Nguesso, n'est-ce pas? Et moi je dis, à un moment donné, il faut permettre à la jeunesse de prendre les flambeaux, de reprendre le flambeau derrière vous. Lorsque vous avez vraiment mis les bases en place, c'est ce que vous avez dit, mon cher frère, vous avez mis les bases en place, il faut absolument que la jeunesse soit là pour vous accompagner, pour au moins protéger tout ce que vous avez pu mettre en place pendant votre mandature. Alors, M. Blaison, vous avez le même âge que Paul Biya, quasiment. J'ai un an de plus. Un an de plus que lui, d'accord. Donc, il a aussi un aîné. On ne dirait pas. On ne dirait pas, hein, parce que lui, il a du mal à marcher maintenant. Il a aussi un aîné. Bon, donc, alors, est-ce qu'il a été sage d'être candidat à nouveau, à votre avis? Je crois, ça me dérange beaucoup l'histoire de Paul Biya, Cameroun. Bon, heureusement, je n'entends pas qu'il met beaucoup de gens en prison. Ça, je suis d'accord. Parce que les Camerounais sont dans une... Les Camerounais disaient qu'il a apporté au moins la stabilité. Oui, bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas eu tout ça là. Ça, c'est très bien. Mais la guerre civile, c'est le président qui amène la guerre civile. La guerre civile ne vient pas comme ça. Hein. Quand un président refuse quelque chose et qui a au moins 75% du peuple, et puis lui, à 35%, il dit non, c'est ça que je vais suivre. C'est ça qui amène la guerre civile. Mais Paul Biya, c'est un roi tranquille. Il est là, bon, tous ceux qui sont autour travaillent. Bon, les commanditaires qui le maintiennent là, et ils reçoivent beaucoup par rapport aux Camerounais, mais le Cameroun, peut-être, je dis bien peut-être, mange à sa faim. Le peuple, un peuple qui ne mange pas à sa faim, c'est un peuple qui devient révolutionnaire tout de suite. Si jusqu'à présent, Paul Biya est là, et puis le Cameroun, il n'y a pas la guerre, il n'y a rien, c'est que le Camerounais, il mange à sa faim. Alors, M. Mbouye, le Camerounais mange à sa faim? C'est très relatif. C'est très relatif. Je crois que ce qui est certain, c'est que le Camerounais est attaché à la paix. C'est clair. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Si, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la partie anglophone, il y a de la guerre. Oui, oui. Il y a la guerre depuis déjà plusieurs années. Depuis longtemps. Oui, ils veulent leur indépendance. Oui. Il y a des milliers de morts déjà. Donc malheureusement, le fait est que cette guerre ne soit pas suffisamment relayée, médiatisée, etc. Mais aujourd'hui, le Cameroun, dont on dit justement stable, il n'est pas vraiment. On sait également que dans le nord du pays, il y a beaucoup d'exactions de Boko Haram. Bon, ça. Après, ils agissent aussi dans d'autres pays voisins, comme le Nigeria, etc. Je ne dirais pas que le Camerounais mange aujourd'hui à sa faim. En 2008, il y avait même eu beaucoup d'émeutes au Cameroun, des émeutes de la faim aussi. La vie est très difficile au Cameroun. Ce qui est certain, c'est que le régime en place sait comment, dès lors qu'il y a peut-être un mouvement qui va se soulever, ils savent comment l'éteindre, comment amadouer, comment... Peut-être pas amadouer, mais en tout cas comment gérer cette situation-là, justement, toujours au nom de la paix et de la stabilité. Pour revenir tout simplement à la situation même actuelle, le président actuel a été reconduit, selon ce qui a été proclamé, mais il y a aussi une grande partie de la population, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent se faire entendre. Donc pourquoi ces personnes veulent se faire entendre? Certainement parce qu'il y a aussi des revendications, n'est-ce pas? Si elles étaient totalement satisfaites, il n'y aurait pas de conflit actuellement au Cameroun, en tout cas l'ampleur de ce conflit-là, tel qu'il est aujourd'hui. Si les Camerounais mangeaient à leur faim, il n'aurait pas été question de cela. Donc je crois qu'il y a une grande partie des personnes aujourd'hui qui veulent un meilleur Cameroun. Donc je pense aussi que les leaders politiques actuels le souhaitent également.
on veut un meilleur Cameroun. Donc, moi, je suis Camerounais. Un autre Cameroun ou un meilleur Cameroun? Un meilleur Cameroun. Un meilleur Cameroun. Donc, pour cela, il y a beaucoup de choses à mettre en place, bien évidemment. Étant Camerounais, étant jeune Camerounais, on a parlé tout à l'heure du fait que il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui, donc on n'est qu'un seul régime, vous voyez. Et je pense qu'au bout de tant d'années, il y a des bonnes choses qui ont été faites, certainement. Il y a aussi, comme dans tout bilan, il y a des choses aussi à améliorer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut, quoi qu'il en soit, être dans une démarche d'écoute, parce que ces personnes aujourd'hui qui revendiquent des choses, il faut les écouter. Il faut les écouter. 7 Camerounais sur 10 ont moins de 35 ans quand même. Donc vous voyez que beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent certainement voir autre chose. Voilà, après, certains qui auront l'occasion de s'exprimer pourront le dire ou pas. Mais aujourd'hui, le jeune Camerounais qui veut pouvoir se développer, se construire au Cameroun, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et donc aujourd'hui, il faudrait donc écouter cette jeunesse-là. Donc, quel que soit le président qui est là, donc il faut qu'il écoute la jeunesse. Il faut écouter la jeunesse. Il faut écouter la jeunesse parce qu'aujourd'hui il y a un bilan. Il y a un bilan. Il faut avec honnêteté tirer des leçons et il faut aller de l'avant. Et donc pour cela, il faut écouter les revendications des gens. Il faut écouter ce que les gens ont à dire pour pouvoir améliorer les choses. Sur l'autre jour, oui, j'étais ici. Il y a une semaine de cela. M. Kara m'a posé une question sur le Cameroun, sur Paul Biya. J'ai dit un seul mot. Les présidents. Aujourd'hui, si on n'est pas respecté l'Africain, je parle de toute l'Afrique, je ne parle pas Cameroun, ni de Guinée, ni de la Côte d'Ivoire. L'Africain n'est pas respecté. C'est à cause de son président. Pourquoi? Parce que le président ne respecte pas ce qui est le droit qu'il doit faire, le mandat qu'il doit faire là. C'est un droit que le peuple a donné, ces droits-là. Pour les respecter, 1 an, il doit quitter, ou 2 ans, il doit quitter. Et puis, remplacer ce que lui n'a pas fait et qui est venu en arrière. La jeunesse qui arrive au matin, c'est lui qui va mettre au pouvoir. Ce qu'il a laissé là, lui, il va le prendre à bras du corps pour pouvoir le monter vite, pour développer le pays. On ne le fait pas. Un président arrive, il se dit roi. Il est là pour signer les papiers et puis avoir tout son village là derrière lui et puis il est tranquille. Je ne le souhaite pas pour mes amis, mes frères, je dirais mes frères, parce qu'il y a un bébé du lac fort. Donc, je dirais, la Guinée, si le premier mandat de mon jeune fils, je dirais, mon jeune fils, Doumbouya, si son mandat, c'est ce qu'il sera élu. Parce qu'en voyant M. Cissé sur cette table, je suis sûr que Doumbouya sera élu. Donc, s'il fait ces 2 mandats, qu'il se retire tranquillement, pour ne pas refaire, modifier, à remodifier, comme on fait ceux qui sont avant. Alors, donc, très bien. Donc, on va passer à la Côte d'Ivoire rapidement. Donc, on va passer à la Côte d'Ivoire et on finira par le Soudan. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, c'est quasiment le même cas que le Cameroun. Donc, le président Alassane Ouattara a son 4e mandat. Il n'est pas à son 8e. Hein. Donc là, ils sont différents. Ils sont différents de ce côté-là. Il est à son 4e mandat. Il est à moitié. Il est à son 4e mandat. Donc les élections n'ont pas été contestées comme au Cameroun parce qu'il n'y a pas 2 personnes. Parce que lui, il est largement en avant par rapport à ses concurrents. Il a largement gagné, donc les autres ne l'ont pas contesté. Par contre, il n'a pas permis aux principaux opposants d'être candidats, c'est-à-dire ce qu'on appelle les poids lourds, comme Laurent Gbagbo, comme Tidjane Thiam. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, des émeutes
éclate et je crois que la régie nous mettra les images. Ce mardi, 32 personnes ont été reconnues coupables de troubles à l'ordre public pour avoir participé à une manifestation interdite le 11 octobre à Abidjan. Le tribunal les a condamnés à 3 ans de prison ferme. À l'approche de la présidentielle, d'autres mouvements de contestation ont depuis eu lieu dans quelques villes du pays. On te récap. Samedi 11 octobre, quelques centaines de manifestants ont défilé dans les rues d'Abidjan pour protester contre l'exclusion de certains candidats de l'opposition de l'élection présidentielle. La marche avait été interdite par le préfet. Elle a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et d'arrestation. 237 personnes ont été interpellées à Abidjan et 18 autres à Dabou, à une quarantaine de kilomètres de la capitale économique. Dans une interview à la télévision nationale, le procureur de la République a qualifié ces actes d'actes terroristes. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Le Front commun, qui regroupe 2 formations de l'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Tidjane Thiam et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, appelle à manifester tous les jours. Les 13 et 14 octobre, des blocages de routes ou d'écoles ont été observés dans quelques localités où l'opposition est historiquement influente. Le 13 octobre, à Beaunois, à un peu plus du nord d'Abidjan, un homme de 22 ans a succombé à ses blessures par balle après avoir été atteint à la mâchoire par un projectile tiré par des individus non identifiés circulant à bord d'un véhicule de type 4x4 selon la police. Dimanche 19 octobre, un homme décède après avoir été interpellé lors du démantèlement de barricades dans le centre-ouest du pays. Des enquêtes ont été ouvertes. Lundi 20 octobre, peu avant l'aube, un sous-lieutenant de l'escadron d'Agboville dans le sud du pays a perdu la vie au cours d'une mission commandée de patrouille de sécurisation. À peine quelques heures après, 3 suspects ont été interpellés. Ce même 20 octobre, c'est le siège de la commission électorale indépendante à Yamoussoukro qui est incendié par des manifestants. Dans son communiqué, la commission indique que ces dégâts ne sont pas de nature à entraver la tenue du scrutin prévu pour le 25 octobre 2025. Hier mardi, c'est un homme qui, voulant aider les forces de l'ordre à démanteler des barricades, selon ce communiqué officiel, a reçu une pierre à la tête. L'homme de 46 ans est décédé ensuite d'un traumatisme crânien. Le président candidat Alassane Ouattara, en déplacement dans la capitale politique Yamoussoukro, a prononcé ce discours le 14 octobre. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Rien ne doit compromettre la paix. Notre peuple a chèrement acquise. Les Ivoiriens se rendront aux urnes ce samedi 25 octobre pour choisir leur futur président ou présidente de la République. Alors, donc, on vient de voir donc un reportage sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Blaison, vous qui êtes ivoirien, donc aujourd'hui le président Alassane Ouattara est élu, hein, donc, il a dit que notre démocratie n'a pas besoin de violence. Oui, mais ce qu'il dit et puis ce qui se passe, c'est différent. Ce que Ouattara dit et ce qui se passe, c'est différent. Est-ce que la violence a sa place? Justement, mais ce n'est pas les opposants qui font la violence, c'est le gouvernement qui fait la violence. Parce que s'il faut tirer sur une femme qui marche, qui est enceinte, qui marche, et s'il faut tirer sur elle pour qu'elle tombe là et meure avec son enfant dans le ventre, donc ça, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas un gouvernement. Pour moi, hein, un gouvernement qui tue quelqu'un qui est enceinte, une femme enceinte, les gens marchent. Ceux qui sont dans la marche, ils sont dans la marche. On rentre dans ceux qui marchent là. On ne va pas vers eux, on passe derrière eux, on rentre dans les maisons, on tire les gens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 1000 personnes qui sont en prison. Il y a 35 morts, plus de 35 morts, plus de 1000 personnes en prison. Bon, le Front commun, il y a Guillaume Soro, il y a Afinguessan, il y a Thiam, il y a Babo. Simone aussi. Non, Simone, c'est Simone, Domelo. Blé Goudé. Non, Blé Goudé, sa candidature a été refusée. Donc, il n'est pas. Simone, Domelo.
comment il s'appelle? Bion. Bion et Lagou. Ceux-là, ils sont venus pour légitimer le président Ouattara. Ce ne sont pas des candidats. Ce ne sont pas des candidats, c'est les candidats qui sont venus pour légitimer le président Ouattara, pour qu'il soit réélu. Mais pour que l'élection soit crédible. Voilà, c'est tout. Sinon, ceux que j'ai cités, c'est ceux-là qui ont la population de la Côte d'Ivoire en main. Gbagbo, Thiam, Soro et Afin-Guessan. C'est les 4 personnes qui ont... Afin-Guessan aussi n'a pas été candidat. Non, mais on a refusé, il a été rejeté, donc il est parti dans le camp des opposants charismatiques. Hein? Donc c'est ceux-là, c'est ces 4 personnes qui ont la population ivoirienne en main. D'accord. Donc on me signale à la régie qu'on avance. Alors je vais demander à M. Cissé et la Côte d'Ivoire, donc la Guinée n'a pas encore bientôt... aura son élection, n'a pas encore, les élections ne se sont pas encore déroulées, mais comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire donc a eu son élection, le président Ouattara est déclaré vainqueur. Donc, est-ce que, à votre avis, donc c'est une élection qui peut inspirer confiance? De toute façon, Monsieur le frère. Voilà, notre frère, Monsieur Blaison, lui est viscéralement contre donc, ce processus qu'il ne considère pas comme sincère et transparent. Donc, à votre avis, quel est le regard du politicien guinéen comme vous êtes? Je voudrais dire tout simplement on parlait tout à l'heure du non-respect de la parole donnée. N'est-ce pas, frère? Oui. OK? On a pris le cas de la Guinée, puisqu'on a commencé par ça. Oui. Doumbouya a respecté la charte de la transition. On est d'accord? D'accord. Il a dit publiquement, devant les Guinéens, devant les institutions nationales et internationales, ni moi, ni les membres du CNRD ne seront candidats. Mais je viens de vous dire que ça, c'est un engagement. J'ai compris. C'est un engagement. Mais l'engagement, pour qu'il soit respecté, il faut l'environnement. Il faut le contexte dans lequel on se trouve. OK? On parle de la Côte d'Ivoire. Le 3e mandat du président, félicitations, du président Alassane Ouattara, il avait dit publiquement, moi, je ne serai pas candidat. Oui. Il a dit, je suis fatigué, laissez-moi me reposer. Mais après, quelques semaines après, il a dit, mon premier ministre, donc Koulibaly, est décédé. Donc, il n'y a personne d'autre. C'est moi. C'est-à-dire, il y a... Et on a vu le président français aller dans ce sens-là, qu'il a soutenu. Oui. N'est-ce pas? On a vu les acteurs politiques français le soutenir. Ouais. Dans cela, OK, ça, dans ce cas-là, il n'a pas respecté aussi son engagement. Non. OK. Donc, par rapport à tout ce qui se passe dans nos pays africains, c'est déplorable. Qu'il y ait des morts, c'est déplorable. Donc, vous me soignez. Je vous rejoins là-dessus. On n'est pas d'accord. D'accord qu'il y ait 30 morts. Et là, avec cette élection-là, il y a eu des morts. Hein. Il y a eu des gens qui ont été tués. Il y a eu des gens, on m'a envoyé des vidéos. Mais alors là, c'est... Il y a plus de 30 morts. Il y a plus de 30 morts. Et les gens qui sont morts. Et on vient mettre... Il y a 1300 personnes en prison. Mon frère, en Côte d'Ivoire, ce qui vient de se passer, d'accord, moi j'ai reçu des vidéos parce que je travaille quand même. Vous savez, je suis membre de la plateforme panafricaine. 21 pays. Il y a le Cameroun là-dedans. Hier, je discutais avec un Camerounais, hier soir tard d'ailleurs, Robert Fopa, peut-être que vous le connaissez, il est de la société civile aussi, c'est le président de l'Association internationale Culture sans frontières. D'accord? Je travaille avec lui. Je suis membre de la plateforme panafricaine. Donc beaucoup de choses se passent quand même dans nos pays africains. Beaucoup de gens en parlent. Qu'on soit d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, mais en tant qu'acteur, on est obligé de chercher à comprendre. N'est-ce pas? Pas soutenir systématiquement.
on veut la démocratie dans nos pays. Ouais. D'accord? On veut, c'est ce que nous voulons. La démocratie, c'est quoi? C'est la contradiction. C'est l'acceptation de l'autre par l'autre. L'acceptation de la différence de l'autre. Vous n'êtes pas d'accord? Comme là, on est maintenant, là, ici, on peut ne pas être d'accord, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, bien entendu, mais on peut ne pas être d'accord, mais discuter de manière à ce qu'on puisse s'accepter. Parce que dialoguer, c'est dans la discussion que la vérité, telle que vous l'avez exprimée dans votre livre, n'est-ce pas, que la vérité peut naître dans la discussion et dans l'acceptation de la différence. Alors, Valérie, donc un mot sur la Côte d'Ivoire. Un mot sur la Côte d'Ivoire, éviter que le pays ne retombe toujours dans ses vieux démons. Voilà, donc... ça, c'est l'homme de la paix, là. Ça, c'est l'homme de la paix qui parle. Ça, c'est l'homme de la paix. Tout à l'heure, M. Cissé a évoqué le dialogue. C'est-à-dire qu'on peut revendiquer des choses, effectivement. Il faut revendiquer, il faut s'exprimer. Maintenant, comment? C'est ça la question, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, les Ivoiriens ont connu à chaque fois qu'il y a eu des élections, l'expression de leur mécontentement, de leur désaveu, à travers la violence qui a mené des guerres civile, à la guerre civile. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses sur le mandat, le 4e mandat de M. Ouattara. Maintenant, je crois que ce qui est vital aujourd'hui, ce qui est crucial pour les Ivoiriens, c'est éviter de rentrer encore dans le schéma de la guerre et le schéma, bien sûr, des clivages ethniques. Tout à l'heure, il parlait de vidéos. Moi aussi, j'ai vu des vidéos où dans certains villages, il y a eu une frontière clairement entre les Djola et les autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment dramatique. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de la politique. Et c'est ce qui est dommage. Donc, en tant qu'homme... Avant, à mon âge, lorsque j'étais au pays, moi, j'ai fait 4 ans de l'école primaire chez un Djoula. Et ces Djoula-là, leur père, il a marié ma cousine. C'est un gars qu'on appelle Odineka. Donc c'est mon beau, c'est le vieux, on m'a pris comme le roi, je suis. Mais aujourd'hui, la première des choses que Alassane Dramane Ouattara a envoyé, c'est Djoula, chrétien contre les Djoula. Et c'est ça qui est dangereux, qui agit aujourd'hui. Et il est la seule personne. Or, tous les Ivoiriens, nous avons tous, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Hein? Est-ce que cela ne reflète pas de ce que lui aussi il avait subi de la part des autres? Le concept d'ivoirité. Quand il était opposant, le concept d'ivoirité voilà, aussi. Il a été victime du concept d'ivoirité. Non. Ça, vous ne l'avez pas compris. Et qu'on l'a interdit à être candidat plusieurs fois. Non, attendez. Bon, il y a non, pas, on n'a pas beaucoup de temps pour tout ça. Temps. Voilà. Sinon, je reviendrai sur ça un jour. Voilà, on reviendra sur ça. Malheureusement, je n'aurai pas assez. Les deux personnes en face. Vous n'aurez pas les deux personnes en face. Parce que quand on dit... On peut refaire une deuxième. Voilà, on peut le faire. On dit français. Un second tour. Quand on dit français, ça n'a rien à voir avec la candidature. L'ivoirité, c'est-à-dire on doit consommer ce que les Ivoiriens produisent. Ah bon, c'était ça? C'était pas exclure le... Non, ça n'a rien à voir. Bon, de toute façon, on va revenir sur ça. Ça n'a rien à voir. On va rapidement passer sur le Soudan. Et d'ailleurs, lorsqu'il est venu, c'est Gbagbo qui lui a donné qui lui a donné la carte d'identité ivoirienne. Bien sûr, c'est connu ça. Oui, donc, s'il y a l'ivoirité, on ne peut pas lui donner la carte d'identité. C'est Gbagbo qui lui a permis d'être candidat. Sinon, il est venu avec son extrait de naissance, carte d'identité burkinabé. Bon, alors, donc, on va passer sur le Soudan. On aura un mot sur le Soudan parce que dans ce pays, il y a une... Au fait, pardon, le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Konan Béni, il est décédé, non? Oui, il est décédé. Il est décédé. Alors, donc, nous allons parler donc, du Soudan. Le Soudan qui connaît une guerre atroce en ce moment. Et il y a beaucoup de souffrances comme toute guerre. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes des Africains. Donc, on doit avoir quand même un peu de regard sur ce pays qui est aujourd'hui
en guerre civile et qu'il y a beaucoup de souffrance, la famine, des blessés, des morts. Et la régie va nous envoyer la vidéo. Ces hommes, ces femmes, ces enfants font partie des quelques 10 000 personnes au maximum qui sont parvenues à fuir El Fasher pour se réfugier ici dans ce camp de Tawila. 70 km séparent les deux villes, une distance que beaucoup d'entre eux ont parcourue en quelques jours, malgré leurs blessures et les traumatismes. Certains sont morts de soif, d'autres d'épuisement, d'autres encore de leurs blessures, des hémorragies. Certains ont été blessés par les roquettes à El Fasher, les éclats d'obus. C'est plus douloureux que les balles. Ils pénètrent dans le corps, font gonfler les jambes, interrompent la circulation sanguine. C'est épuisant. On en ressent les effets en 2 ou 3 heures. Cette autre déplacée, Fatouma, raconte sa fuite d'El Fasher sur une charrette. Elle est désormais responsable de 3 orphelins, dont ce nourrisson d'à peine 1 mois. Ses parents, son frère et sa sœur ont été tués par un drone. Ils revenaient de la soupe populaire et sur le chemin du retour, le drone les a visés. À un moment, l'un des enfants est sorti de sa cachette et a été touché à la jambe par un drone. Ce témoignage vient corroborer les accusations de crimes de guerre et les exactions contre les civils perpétrées par les forces de soutien rapide, depuis que ces militaires ont conquis El Fasher. Cette ville comptait 250 000 habitants environ, seuls quelques milliers sont donc arrivés à Tawila. Quelques milliers d'autres seraient stationnés dans de petits villages ou sur la route, sans aucune aide possible. On sait pour le coup de manière assez certaine qu'il y a environ 6-7 000 personnes qui sont parties sur le Darfour de l'Est. Il y a encore certainement plein de gens qui sont en fait sur la route et échelonnés tout le long du trajet, voire dans des zones complètement désertiques. Même principe vers le nord, il y a des gens qui sont partis vers la ville de Al-Daba et c'est très très loin, quoi. Donc ça va leur prendre du temps pour arriver pour ceux qui ont décidé de partir dans cette direction, en espérant qu'ils arrivent, puisque malheureusement ça se... Voilà, donc nous venons de voir des images très très émouvantes et qui nous a tous attristés. Alors, Valérie, vous qui êtes un homme de paix, hein, vous êtes à la tête d'une association, enfin, vous êtes membre d'une association qui prône pour la paix dans le monde. Donc, qu'est-ce que ces images vous inspirent? C'est triste, c'est très très triste, parce qu'aujourd'hui, le conflit du Soudan, c'est très bien qu'on en parle, parce que ce conflit-là, il s'est accentué vraiment depuis, ça fait 2 ans, 2023, que ça a vraiment explosé. Personne ne regardait, hein. Voilà, personne ne regardait. Aujourd'hui, de plus en plus, ces dernières semaines, de plus en plus de personnes en parlent. Il y a même eu des manifestations en Europe concernant pour appeler à regarder ce conflit-là. C'est la guerre, malheureusement. Ce qui est dommage, c'est que personne ne veut vivre dans un monde encore de guerre. Même ceux derrière qui la font, si vous les mettez dans cet environnement-là, ils vont dire vaut mieux avoir la paix. Ouais. Ce qui est paradoxal, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi, en fait, je pense que derrière tous ces intérêts économiques, politiques qui se cachent, il faut vraiment appeler à l'humanité, à l'humain, et voir au-delà de notre avidité, cette avidité de l'homme pour les ressources, pour l'argent, pour le pouvoir. Et donc, j'espère que le conflit au Soudan, et même dans beaucoup d'autres pays, que ce soit en Afrique et dans le monde entier, j'espère que les personnes, en un moment, seront responsables et vont se tendre la main et s'écouter. Voilà, s'écouter, dialoguer et trouver un terrain d'entente. Car aujourd'hui, au lieu de la violence, au mieux prôner le dialogue. Et c'est de là qu'on pourra sortir cette fameuse vérité-là, cette justice qu'on espère tous pour tout un chacun. Campbell Cissé, alors, donc, c'est le Soudan, donc... c'est en Afrique. Ouais. Et donc pour les femmes qui souffrent, qui sont à l'hôpital blessées, donc qu'est-ce que ça vous fait? C'est vraiment regrettable. Le problème du Soudan, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est plus de 40 ans que ça dure. Tout à fait. Plus de 40 ans que ça dure. Tantôt, ils arrivent à trouver les militaires qui se battent entre eux, les chefs militaires. Tantôt, ils vont s'asseoir pour essayer de trouver un consensus et de travailler ensemble. Mais ça ne dure pas longtemps. Au bout de 2-3 ans, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Il y a d'autres guerres qui commencent. Et malheureusement, ce sont les populations qui en pâtissent. Heureusement. Parce que tirer sur les populations, tirer sur les femmes, les enfants, etc., à cause de drones, n'est-ce pas? C'est peut-être maintenant la guerre technologique, hein, maintenant. Même dans ces contrées-là, on utilise les drones pour aller tuer les gens. Mais pour quelle raison?
est-ce que la question qui se pose, qu'on doit se poser, est-ce que cette guerre au Soudan, comme dans d'autres pays en Afrique et même dans le monde, est instrumentalisée par d'autres forces qu'on ne voit pas ou dont on n'entend pas parler? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que le frère a dit tout à l'heure, certainement c'est par rapport aux intérêts économiques, n'est-ce pas? Et le pouvoir rend fou. Et c'est ce qui se passe actuellement au Soudan. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la communauté internationale a pris des dispositions par rapport à ça, une fois de plus? Parce qu'ils en parlent quand même. Mais est-ce que les dispositions sont vraiment prises, sont sur les tables de négociation de manière à arrêter cette malheureuse guerre? C'est ça la difficulté. Donc moi, c'est très sincèrement, je dis ce qui se passe au Soudan, c'est regrettable, avec cette tuerie, avec les déplacements des familles, des populations, des milliers, n'est-ce pas, des populations se déplacent, n'est-ce pas, fuient la guerre. La guerre, mon cher frère, on ne veut pas rester quand il y a la guerre. Hein, on, on veut rester là où l'environnement est favorable pour la paix. C'est ça. Monsieur Blaison, donc un mot sur le Soudan. Le Soudan, comme disait M. Cissé, j'ai toujours connu le Soudan dans la guerre. Et je me pose 1000 questions. De raison. Pourquoi? C'est comme le Congo aussi, hein, les années. Oui. La RD Congo. Donc, et je me pose les 1000 questions. Tout à l'heure, je vous ai dit au commencement, je dis je suis d'abord africain avant d'être ivoirien. Parce que notre terre, nous la gérons mal. Et la guerre qui se passe au Soudan, qui en bénéficie? Ce n'est pas le Soudan, c'est les autres personnes qui en bénéficient, les fruits de la guerre. Hein? Parce que les armes sont vendues, parce que les drones sont vendus. Et puis on pompe le pétrole du Soudan. Et puis en bas, on tire le pétrole. Parce que tout le monde commence à ouvrir les yeux pour dire, bon, on va faire attention pour que dans notre pays, notre richesse reste sous place. On est en train de parler ça. Donc, moi je dis, la communauté internationale n'est pas pour les Africains. Il faut que l'Africain réfléchisse 10 fois. Je l'ai dit l'autre jour, la communauté internationale n'est pas pour les Africains. Si vous écoutez des vidéos des grands qui sont en bas, qui disent l'Afrique ne doit pas avoir son indépendance, sinon on est mort. La guerre qui se passe, l'installation de Ouattara, je t'ai montré les papiers, j'ai un dossier, je suis venu ici, j'ai un dossier qui dit remplacer les Ivoiriens par d'autres personnes. Et aujourd'hui, il y a des Libanais qui se présentent, qui veulent se présenter comme président. Où ils viennent? Il y a les Libanais qui s'en vont dans la forêt, qui trouvent le pauvre cultivateur qui a fait, sa famille a fait 300 ans là. Il arrive là et puis il dit non, c'est ma forêt à moi. Pourquoi? Hein? Donc c'est ça qui est, tout ça c'est source de tension. Et ça vient d'où? Ça vient de l'Europe qui dit le dossier que je possède, on doit tuer tous les Ivoiriens pour mettre les halogènes en place. Des Libanais, des Turcs, de tout le mélange. Donc, quand on regarde ça, et puis l'Africain qui est au pouvoir, il cautionne ça, mais ça te laisse à vomir. Ça laisse l'individu à vomir. C'est incroyable. D'accord. Donc, je crois qu'on est arrivé maintenant au terme de l'émission. Donc, on a évoqué des sujets très intéressants. Et donc, à chacun, 1 minute seulement, même pas quelques secondes. Donc, le mot de la fin, Campbell. Ben, écoutez, d'abord, je te remercie pour l'invitation. Je remercie la régie aussi, bien entendu, qui nous permet, qui met cet espace à notre disposition pour nous exprimer.
par rapport vraiment à tout ce qui se passe dans nos pays, sur le continent africain, peut-être dans le monde aussi. Un jour, certainement, on parlera de tout ça parce qu'on est des acteurs, on suit, on veut savoir ce qui se passe à travers le monde aussi pour que nous puissions travailler concrètement pour la paix et pour nos pays respectifs. Je te remercie et je dis encore une fois, la politique, n'est-ce pas, c'est très complexe, c'est une guerre, c'est un combat permanent. Lorsqu'on veut diriger un pays, on reste sur le terrain. Que vous vous retrouvez en prison ou pas, c'est le pays qui décide. Comme Sonko. Voilà, comme Sonko, avec Diouma Faye qui a fait 1 an de prison, Sonko, 6 mois de prison, etc. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le Sénégal. Ok? Voilà. Donc, moi, je pense que le combat politique, c'est d'abord sur le terrain, parce que c'est le terrain qui définit, n'est-ce pas, les engagements que vous prenez. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme fort. On dit, ah, c'est l'homme fort. Non. C'est le moment qui est fort. Le moment dans lequel vous vous trouvez qui est fort. Ok? C'est le moment qui est fort. Ok? Mais le moment là peut changer d'un moment à l'autre. Oui, ça c'est clair. Sinon, qui peut dire que Alpha Condé va se trouver en Turquie en exil là-bas? C'était l'homme fort. On disait l'homme fort, l'homme fort. C'était l'homme fort du moment. Il rigolait, etc. Mais aujourd'hui, il est en exil. Ça, il est en exil. Ok? L'exil n'est pas bien pour un homme qui a déjà donné pour son pays. Ok? C'est très, très... C'est bien pour certains, ceux qui sont sortis en aventure, etc. Des années durant, on dit, ah tiens, moi je me sens bien ici, en France, n'est-ce pas? Mais j'aime bien mon pays, j'aime bien l'Afrique. Et je continue, et comme vous, parce que vous écrivez aussi, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Et je dis que si vraiment le pays, pour terminer, notre pays, la Guinée, sort de cette transition depuis 4 ans, je dis bravo. Félicitations au peuple de Guinée. Félicitations à tous ces acteurs politiques, parce qu'il y en a là-bas, hein, à tous ces acteurs politiques, associatifs, syndicaux, qui se battent nuit et jour pour que le pays puisse être développé, que le pays puisse se retrouver naturellement. Ce que nous souhaitons, il faut que ça se passe dans un cadre purement démocratique. C'est ce que nous souhaitons. Très bien, Valérie. Alors, merci. Valérie, à toi. Alors, merci encore. Je suis M. Cissé pour ce temps, cet espace, M. Kara, que vous nous accordez. Hein, je suis Afrique 1. Et être là avec des doyens aussi, apprendre. Donc, voilà, j'en profite. Je suis le plus jeune ici. J'apprends avec les aînés. Exactement. J'ai écouté, j'apprends également. Donc, moi, le mot de la fin, en tant que personne engagée pour la paix, c'est appeler à la paix. Appeler à la responsabilité de nos leaders, appeler à l'engagement de tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ce que mon pays vit, le Cameroun, c'est triste. Je n'espère pas que la Guinée le vive. Les élections en fin décembre approchent. J'espère que la Côte d'Ivoire ne va pas replonger dans ses vieux démons et va pouvoir surmonter ce qu'elle traverse aujourd'hui. Et j'en appelle aussi donc, à ces leaders qui sont là de pouvoir s'introspecter, de pouvoir faire un bilan. Okay, on a travaillé, qu'on a fait un travail, il y a de bonnes choses, il y a des choses aussi qui n'ont pas marché. Il faut pouvoir tirer des bonnes conclusions et pouvoir tendre la main afin qu'on puisse trouver ensemble de meilleures solutions, avancer sur de meilleures perspectives, mettre en place de nouveaux projets pour l'intérêt commun de tous. Donc j'appelle vraiment à l'écoute et à l'inclusivité de tout un chacun, qu'on puisse se tendre la main pour pouvoir trouver des solutions pérennes pour le pays. Voilà. Le doyen Bilaison, 45 secondes. Oui, je ferai même 45 Moi, je remercie M. Kara, je vous remercie. Et je crois que nous sommes là, nous sommes les porte-parole. Nous qui venons ici, nous sommes les porte-parole de l'Afrique, de toute l'Afrique. Si nous arrivons ici, nous parlons de l'Afrique. Même si on parle de notre pays respectif, nous parlons d'abord de l'Afrique. Et je souhaite que mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que les opposants, ceux qui défilent en Côte d'Ivoire, n'ont pas d'armes en main. Jamais. Ils n'ont même pas un bâton. Mais ce qui fait qu'ils meurent par balle. Par balle. Pour quelqu'un qui n'a rien,
pour répondre. Parce que ceux qui sont derrière, ils disent non, parce qu'on nous provoque pour faire la guerre. Donc on ne veut pas la guerre, mais on va défiler simplement. Donc je demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire, ne tire pas sur les gens qui n'ont pas des armes. Laissez les gens s'exprimer. Ça fait partie de la démocratie. Est-ce qu'on a vu qu'il y a des maisons qui ont brûlé, les stations de pétrole qui ont brûlé? Est-ce qu'ils ont brûlé des trucs des étrangers qui sont là? Non, rien. Mais ils veulent s'exprimer parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas le 4e mandat. Donc moi je demande à mon gouvernement, je ne sais pas s'il est élu, je ne sais pas s'il est président, mais je demande le gouvernement parce qu'il n'est pas encore installé, mais il est président de son 3e mandat, donc il est encore là. Mais je demande que les gens qui sont là, les armées, qui ne tirent pas les balles pour tuer les femmes enceintes, des enfants qui ont 5 ans, qui meurent par les balles, et puis est-ce qu'on fait la guerre? On ne fait pas la guerre. Le peuple de la Côte d'Ivoire ne fait pas la guerre. Au fond, nous a enseigné de ne pas faire la guerre. Vous voulez vous exprimer, mettez-vous au dehors. Et je vais vous écouter. Mais il n'a qu'à écouter son peuple. Pourquoi il défile? Donc, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois. Donc voilà le livre de Jean Blaison, l'histoire de l'homme noir dans la vérité, 3500 à 332 ans avant Jésus-Christ. Voilà le livre si vous voulez l'acheter. On peut le trouver où? Chez l'Harmattan? Je ne sais pas si l'éditeur il est là. C'est ici, c'est Klamba. Il est dans le 20e. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Et puis on peut l'avoir aussi si on contacte Afrique 1, on va vous mettre en contact avec M. Blaison. D'accord. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki et avec notre jeune stagiaire qui est aussi à la régie, qui pilote. Et je remercie donc le PDG de la chaîne Hamzatage. Je remercie nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission, la revue de presse, que vous allez encore nous voir la semaine prochaine, vendredi prochain, sur d'autres sujets. Je remercie nos invités, Campbell Cissé, qui est le président, acteur associatif, politique, homme politique, président de l'UIDG, l'Union internationale pour le développement de la Guinée. Donc, il a la Guinée dans la peau, Il y a toujours la Guinée avec lui. Donc, je remercie Valérie Ngoué, qui est acteur associatif pour des questions relatives à la paix et à la cohésion sociale. Et je remercie donc mon ami Jean Blaison, l'écrivain Jean Blaison. Et je vous remercie, vous, les téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'être fidèles à cette émission, à Afrique 1 TV. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission La Revue de Presse et également Face à l'Afrique que j'anime. Je vous souhaite une excellente soirée.